monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, votre nouvelle émission de débat sur i24 News, saison 1, épisode 4. Ce soir, nous évoquerons les déclarations du ministre Avi Dichter, ancien chef du Shin Bet. Il a annoncé que le cessez-le-feu conclu par Israël n'était qu'une préparation à la phase suivante, le démantèlement du Hamas. Nous parcourons ensuite le tour du reste de l'info. 4 infos compilées par Rebecca Lamy, passées au scanner de nos débatteurs. Le second débat sera consacré à cette polémique qui agite la France. Des jeunes filles voilées étaient à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet dénonce une tenue inacceptable. La gauche réagit comme un seul homme et crie à l'islamophobie. Enfin, le jeune talent de l'humour Julien Assal nous partagera sa carte blanche. Vous êtes bien installés sur votre canapé ? Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons cette émission par l'interview du tac au tac. Ça se débat a déjà comme parrain Guillaume Durand, David Azria et Luis Fernandez. Nous ne pouvons pas clôturer cette semaine sans une autre légende pour compléter ce carré magique. Notre invité du soir présente Enquête exclusive depuis 20 ans maintenant. J'espère la même longévité pour Ça se débat. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de recevoir Bernard de la Villardière. Bonsoir Bernard de la Villardière, merci d'avoir accepté notre invitation et merci au nom de toute mon équipe d'avoir accepté de devenir le parrain de cette émission. Dans un premier temps, félicitations, Mazal Tov, comme on dit ici, pour les 20 ans d'enquête exclusive. En 2005, vous imaginiez que cette émission devienne aussi culte pour des millions de Français ? Non, parce qu'il fallait beaucoup de culot et d'esprit visionnaire de la part des dirigeants de la chaîne à l'époque. C'était Nicolas Taverneau et Thomas Valentin pour penser qu'une émission en deuxième partie de soirée qui s'intéressait à la géopolitique et qui 3 fois sur 4 partait à l'étranger allait pouvoir intéresser un public de manière aussi spectaculaire, parce que les résultats ont été extrêmement spectaculaires dès le début, et notamment auprès des jeunes. Et en fait, nous avons bénéficié aussi du savoir-faire éditorial de l'équipe des magazines d'M6, conduite aussi aujourd'hui par Vincent Régnier, et de centaines de producteurs, de réalisateurs qui ont travaillé pour nous, puisque moi je me déplace souvent sur le terrain, mais vous imaginez bien que je suis pas le seul à fabriquer cette émission. Et puis en fait, oui, ce qui s'est passé aussi, c'est que l'actualité internationale n'a pas arrêté d'évoluer avec ce monde qui a basculé d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, un phénomène de mafiaisation du monde également, la progression du trafic de drogue, notamment en Amérique latine, qui envahit aujourd'hui la France et l'Europe, la montée des périls à l'Est avec l'arrivée de Poutine au pouvoir en 99, 2000, et d'ailleurs, Enquête exclusive a été une des premières émissions à mettre le doigt sur la dérive autoritaire du pouvoir de Poutine. Et si j'ouvre un dictionnaire des synonymes au mot journaliste, je pense que votre nom y est accolé. Que pensez-vous de l'état de la profession aujourd'hui en France ? L'état de la profession, en fait, j'ai coutume de rappeler cette formule, je crois que c'était de Jean-François Revel qui disait que le journalisme, c'est le plus jeune métier du monde. Donc c'est un métier en complète évolution, du fait de l'évolution de la technologie. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec les écoles de journalisme, notamment avec la manière dont on enseigne le monde et l'ouverture au monde. Il me semble parfois qu'on ferme les angles plutôt qu'on ne les ouvre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été un des artisans, en tout cas j'ai donné un coup de main au départ et au redémarrage de cette école supérieure du journalisme, qui est aujourd'hui rue de la Bégroult à Paris, et qui a été financé par un certain nombre de personnes, dont Bernard Arnault, Vincent Bolloré, le Rodolphe Saadé. Pas mal de gens qui ont investi dans les médias ont souhaité créer cette école pour insuffler un nouvel esprit et restaurer l'esprit critique et l'esprit de curiosité dans la tête des jeunes étudiants. Et petite question d'actualité, j'imagine que vous avez suivi ça. Steve Witkoff annonce qu'un nouveau pays rejoindra les accords d'Abraham. Il s'agirait, d'après plusieurs sources ici en Israël, du Kazakhstan. Alors, que pensez-vous de cette transformation spectaculaire qui est en cours dans la région ?
Moi, je trouve formidable. Je vous rappelle que les accords d'Abraham, ils avaient déjà été signés par un certain nombre de pays et l'attaque perpétrée par le Hamas contre Israël en octobre 2023, elle était programmée pour justement saboter cette initiative et c'est le fait que finalement la paix était en train enfin d'être instaurée dans la région et quand la paix arrive, il y a les échanges culturels, les échanges commerciaux et il faut rappeler que le Proche-Orient, je le sais puisque j'ai vécu au Liban quand j'étais enfant dans les années 70, et à l'époque, on parlait d'ailleurs pour le Liban du Monaco du Proche-Orient, et cette région était en train d'exploser économiquement. Et en fait, il y a eu la guerre civile au Liban, et puis il y a eu le conflit israélo-palestinien, etc., qui a fait que la plupart des pays de la région ont régressé, sauf l'Israël. Mhm. Mais les autres pays de la région ont régressé sérieusement à cause de ce climat de guerre et de conflit incessant avec Israël. Vous Donc il faut évoquiez, espérer effectivement que la paix y ait des dividendes et que ces dividendes renforcent la paix au fur et à mesure. et vous évoquiez il y a un instant le 7 octobre. Et quel regard vous portez sur le traitement de la guerre entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre en France? Pour vous donner un avis de franco-israélien, ici autour de moi, les gens qui regardent la télévision en France se sont sentis lâchés par beaucoup de médias en France. Oui, peut-être, mais je pense que c'est un effet, c'est un effet loupe un peu exagéré. Il y a des médias qui se sont effectivement mal comportés, à mon avis, hein, ça c'est clair. Mais la plupart des médias ont essayé de faire leur job. À commencer d'ailleurs à avoir une émission comme Enquête exclusive. Moi, très rapidement, après le 7 octobre, quelques semaines après, à peine un mois après, j'ai été sur place, j'ai été dans ces kibboutz qui ont été traumatisés, martyrisés par ces assauts du Hamas. C'est un massacre d'une violence et d'une inouïe qui a été perpétrée à l'égard de ces populations. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement choqué par le récit des survivants, bien évidemment. Donc c'est quelque chose qui laisse des traces dans la société israélienne. Et j'ai d'ailleurs compris la réaction de l'armée israélienne. Après, on peut contester la stratégie qui a été celle du bulldozer pour écraser le Hamas. Et je crois qu'hélas, aujourd'hui, le Hamas est loin d'avoir été totalement écrasé. Et Mhm. pourtant, il y a eu des milliers, voire des dizaines de milliers de victimes. Alors, la manière dont on a répercuté ce conflit, ça a été très difficile pour les journalistes puisqu'on ne pouvait pas accéder à Gaza. Mhm. Moi-même, j'ai jamais pu accéder à Gaza, même avant cette guerre perpétrée par Israël contre Gaza en représailles à ces massacres du 7 octobre. Je regrette en tant que journaliste que finalement l'armée israélienne n'ait pas accepté d'emmener des journalistes peut-être sur le terrain. Et on aurait évité effectivement ce déferlement de fake news. Ce qui s'est passé aussi, c'est que ces massacres étaient tellement immondes, inouïs, ceux perpétrés par les tueurs du Hamas et du djihad islamique, mais aussi des civils venus de Gaza. Enfin, ça démontrait une haine, une cruauté, enfin enfin moi-même en tant qu'être humain, ça m'a vraiment interrogé, ça m'a bousculé. Voilà, et donc la réponse d'Israël, elle était au départ légitime. Après, évidemment, on peut encore une fois contester la manière dont tout ça s'est passé. Mhm. Mais c'est vrai qu'on a répercuté les bilans de la défense civile de De Gaza, Gaza. mais la défense civile de Gaza, c'était le Hamas. Tout comme on a mis le doigt sur les 200 journalistes palestiniens qui ont été tués. Il y avait sans doute là-dedans de vrais journalistes objectifs, mais il y avait aussi malheureusement beaucoup de journalistes, on l'a su après à travers Mhm. les réseaux sociaux, qui étaient aussi des militants du Hamas. Bien sûr. Donc Et, voilà, donc on n'a pas fait la part des choses, mhm. et je pense que ce massacre était une telle violence qu'il y a eu un contre-feu opéré par une série d'officines, je pense à Al Jazeera notamment, qui très rapidement, au bout de quelques jours, a parlé du génocide perpétré par Israël sur Gaza, alors Mhm. qu'on avait à peine commencé, que l'armée israélienne avait à peine franchi la clôture entre Gaza et Israël. Très bien. Donc on a Mhm. opéré un contre-feu et je pense que Al Jazeera est très responsable et je pense d'ailleurs qu'on a interdit RT en France, Russia Today, on devrait interdire Al Jazeera en France et en Europe parce que c'est vraiment C'est une dit, télévision de propagande. c'est dit, c'est dit. Bernard Lavillardière, une petite question un peu plus légère pour la fin. Qu'est-ce que vous nous souhaitez pour cette saison de SAS Débat sur i24 News? Ben, je vous souhaite de pouvoir donner la parole à toutes les sensibilités, d'essayer de C'est comprendre ce qu'on fait ici. la douleur aussi des Palestiniens. Il faut prendre en compte aussi cette douleur et cette souffrance. Récemment, j'ai été en Israël.
Et comme à chaque fois que je vais en Israël, je vais aussi dans les territoires occupés. Je vais en Cisjordanie et j'ai rencontré effectivement ces cultivateurs palestiniens qui sont en butte à la violence perpétrée par ces colons israéliens qui peu à peu occupent leurs terres, les terrorisent, les harcèlent et rendent leur vie impossible. Et donc voilà, je pense qu'il faut essayer de... Il y a un film libanais qui est extrêmement, qui est un très beau film, qui s'appelle L'Insulte, mais qu'il faudrait que vous regardiez parce que je pense qu'une des résolutions du conflit, le secret d'une résolution du conflit, c'est que chaque adversaire se mette à la place de l'autre et essaye de comprendre les racines de la souffrance de l'autre. Et je pense que le jour où on aura fait cette démarche dans ce conflit du Proche-Orient, on progressera vivement. Donc je vous souhaite en effet de pouvoir toujours garder cette distance. Et puis la religion des faits, le reportage. Moi j'ai beaucoup de chance depuis 20 ans, grâce à M6, je parcours le monde et je vous assure qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis. Eh ben, Amir Badran en plateau avec nous acquiesce à vos propos. Voilà, Amir Badran, représentant des Arabes israéliens ici sur ce plateau de Yafo. Donc ici, toutes les sensibilités sont représentées. Merci beaucoup, Bernard de la Villardière. C'est pour ça que j'étais ravi de faire partie de cette aventure avec vous et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite sur i24 News. Et c'est le moment de vous présenter le Quatuor 5 étoiles ce soir dans Ça se débat. 2 avocats à Tel Aviv. Ça promet des plaidoiries enflammées lors des 2 face-à-face. Bonsoir, Caroline Sportes. Bonsoir, Raphaël. Comment allez-vous? Eh bien, bien ravi d'être là encore avec vous aujourd'hui. Je vais vous ramener à vos études de droit. Oui. Vous avez réussi avec brio le galop d'essai de la semaine dernière. Et ben voilà. Vous êtes avec nous encore ce soir. Je suis ravi. Et en face de vous, un fidèle de chez Fidèle de l'émission, Amir Badran. Bonsoir, Raphaël. Lui, il a signé un contrat à durée indéterminée avec nous. Il était là hier, il revient même ce soir. Sans lui, l'émission n'aurait pas la même saveur. Made in Yafo. On ne se quitte plus, Amir Badran. Je suis très content d'être avec vous et dès qu'il y a des sujets importants, je suis là pour en débattre. Et à Paris, je suis heureux de retrouver Michel Mimran, consultant en communication. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Content d'être de retour. Hier, Luis Fernandez était notre invité. Vous êtes là ce soir. On connaît votre histoire avec le Paris Saint-Germain. Bon, ça commence à se voir que j'aime beaucoup ce club. Ça va se voir, oui, ça va se voir. Et à vos côtés, Jean Messia. Ça se justifie. Et Jean Messia, président du cercle de réflexion Vivre Français. Comment allez-vous, Jean Messia? Ça va très bien, mon cher Raphaël, mais vous avez beau être un amoureux de football avec mon voisin, vous n'arriverez pas à me tacler. Est-ce que vous êtes prêt à débattre avec les gaucho-progressistes ou islamo-progressistes, comme vous aimez le dire sur vos réseaux sociaux? Ah, vous savez, je les affrontais sur votre antenne déjà du temps de votre prédécesseur, que je salue d'ailleurs ce soir, Benjamin Petrovert. Eh oui. Donc j'ai l'habitude. Et juste avant de commencer, je vous propose de découvrir les résultats du face-à-face d'hier soir, des 2 face-à-face d'hier soir. Pour le premier débat, l'autorité palestinienne est-elle aussi dangereuse pour Israël que le Hamas? Vous avez voté oui à 89%, donc pour Alexandre Ben Soussan. Et pour le second débat, souhaitez-vous que Benyamin Netanyahou gagne les prochaines élections en Israël? Vous avez voté oui à 81%, première victoire de la saison pour Rachel Bourlier et première défaite pour notre ami Amir Badran qui espère se rattraper ce soir. Les résultats sont donnés, les présentations sont faites. Passons maintenant au premier débat de l'émission. Le ministre israélien Avi Dichter n'a pas mâché ses mots lors d'une conférence à Tel Aviv. La guerre n'est pas terminée. Nous sommes dans un cessez-le-feu pour nous préparer à l'étape suivante si nécessaire. Cette pause disparaîtra en quelques minutes. La probabilité que le Hamas se désarme est à peu près la même que celle qu'Israël remporte la Coupe du Monde. Sans armes, il n'y a pas de Hamas. Caroline Sportes, vous avez, la possibilité. Ce soir, vous nous avez demandé de défendre le oui. Pour vous, le Hamas doit être défait par Israël et doit se désarmer. En face de vous, à Paris, Michel Mimran a répondu non. C'est parti pour le premier face-à-face. Caroline Sportes, vous allez commencer. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Selon vous, Israël doit reprendre la guerre pour désarmer le Hamas. Et Michel, vous aurez 1 minute juste après Caroline pour défendre la thèse contraire. Tout le monde est prêt? Attention, si vous dépassez le buzzer. Voilà.
Une minute pour convaincre les téléspectateurs. Caroline, c'est à vous. Alors j'aurais préféré vous répondre que la reprise de la guerre n'est pas nécessaire et que nos soldats n'ont pas retourné à Gaza, affronter ces monstres du Hamas au péril de leur vie. Mais malheureusement, je pense que la reprise de la guerre est inéluctable. Je m'explique. Le cessez-le-feu est subordonné à 2 conditions déterminantes, la restitution de tous les otages vivants et morts et le désarmement du Hamas. Or, ces 2 conditions, clairement, n'ont pas été respectées par le Hamas. Il y a encore 6 corps d'otages dans la bande de Gaza et le Hamas a dit haut et fort qu'il ne déposerait pas les armes. Mieux, les terroristes attaquent chaque jour nos soldats. Depuis le cessez-le-feu, des soldats ont encore été tués et le Hamas menace chaque jour de refaire un 7 octobre. Et on sait que le cessez-le-feu pour le Hamas n'est en fait qu'un moyen de se réarmer. Et je ne vous cache pas que j'attends avec impatience, et je le dis sans aucune ironie, la solution alternative qui va être proposée par mon sans doute excellent contradicteur, Michel Mimran. Il vous reste 5 secondes. Personnel ? Voilà. Très bien, Michel Mimran, vous avez 60 secondes, pas une seconde de plus. C'est parti. Effectivement, je suis plutôt hostile à la reprise de cette guerre. Je rentre de Tel Aviv où je n'ai pas rencontré une seule personne. Je suis étonné de voir Caroline défendre le contraire, mais je n'ai pas rencontré une seule personne qui était favorable à la reprise des combats. Je pense qu'Israël en a assez de cette guerre. Je pense que ça fait d'ailleurs 1 an qu'on nous dit que le Hamas est complètement démantelé. C'était les mêmes responsables de la sécurité qui nous disaient que le Hamas était démantelé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vouloir démanteler définitivement le Hamas ? À quel moment on pourra dire que c'est vraiment fini ? Je pense que cette guerre, elle peut être interminable si on décide de ne jamais la terminer. Et je pense qu'il faut la terminer. Et je crois que la seule possibilité d'en finir avec le Hamas, c'est de trouver cette alternative. C'est-à-dire, il faut lui trouver une alternative. Il faut éviter que ce soit l'alliance entre le Qatar et la Turquie. Il faut privilégier une alliance Égypte-Arabie Saoudite. Je ne comprends pas le sondage d'hier qui dit que l'autorité palestinienne serait aussi dangereuse que le Hamas. Je pense que ça défie la réalité. Mais je pense sincèrement que continuer cette guerre, c'est la continuer indéfiniment et que ce n'est pas une solution pour la société israélienne qui vit sous tension depuis 2 ans et qui a besoin de repos. Et je ne parle pas de la situation internationale d'Israël. Merci. Qui serait catastrophique en cas de reprise des combats. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir respecté les 60 secondes, plus ou moins, mais bon, c'est la première pour vous. On vous pardonne. Amir Badran, je sais que vous auriez aimé participer à ce face-à-face, alors on vous écoute. Écoutez, Raphaël, je crois que la phase suivante qui doit être abordée est plutôt, après le cessez-le-feu, ça doit être plutôt le retrait de l'armée israélienne. C'est-à-dire que si on veut vraiment aller dans ce que Trump a voulu qu'on soit dans une situation ici dans le Proche-Orient, c'est le cessez-le-feu d'abord, ensuite il y a les otages qui rentrent vivants et morts. Ensuite, on est dans une situation où l'armée israélienne se retire complètement de la bande de Gaza et petit à petit, on est dans ce qui est la réhabilitation de la bande de Gaza, une réhabilitation civile, l'aide humanitaire, les frontières, et ainsi de suite. Et voir la 3e étape serait plutôt un horizon politique à ces gens-là pour qu'on puisse parler aussi d'une paix durable, espérant la création d'un État palestinien côte à côte avec les Israéliens, avec l'État israélien. Jean Messia à Paris, le chef de la diplomatie publique égyptienne, a averti que toute tentative internationale visant à désarmer le Hamas risquerait de se heurter à une résistance violente sur le terrain. Il a déclaré « Le plan aborde la question du désarmement ou du gel des armes du Hamas, qu'elles soient défensives ou offensives, mais ce point reste ouvert à la négociation. » Jean Messia, il y a anguille sous roche là. Moi, je crois que tant que le Hamas, si vous voulez, reste une force armée, quand on connaît les objectifs ultimes du Hamas, c'est-à-dire l'éradication totale et définitive d'Israël de la surface de la terre, si un tel objectif est servi par des armes que le Hamas continue à posséder, eh bien, je crois qu'il n'y a pas de processus de paix, en fait. Que ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement une trêve dans une guerre qui va se poursuivre. Et de fait, je pense qu'on se trompe totalement en fait en considérant que cette guerre est une guerre territoriale comme une autre. La guerre entre Israël et le Hamas, ça n'est en rien comparable à la guerre du Vietnam ou même à la Seconde Guerre mondiale. Le seul point commun, c'est qu'effectivement, on lutte contre un totalitarisme, autrefois un totalitarisme nazi,
aujourd'hui un totalitarisme islamique incarné par le Hamas. Mais en fait, la guerre entre Israël et le Hamas, c'est une guerre territoriale, certes, mais qui se double désormais d'un conflit religieux. Et ce conflit religieux, excusez-moi, il ne va jamais s'arrêter, en fait, parce que vous n'êtes pas en Israël en train de négocier avec un ennemi qui vous promet, comme c'était le cas de l'Égypte dans les années 70, qui vous disait, voilà, nous, si vous nous rendez le Sinaï, on est prêt à signer une paix avec vous et à vous reconnaître et à avoir une ambassade, à échanger des ambassadeurs. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le Hamas n'est pas du tout dans une perspective d'échange de territoire contre une paix durable et définitive, puisqu'encore une fois, son objectif n'est pas de stopper la guerre, son objectif, c'est de détruire définitivement Israël. Donc à partir du moment où ce n'est pas un adversaire, mais un ennemi qui veut votre mort, ben, ce n'est pas une guerre comme une autre, et ce n'est pas une lutte uniquement pour le contrôle d'un territoire, c'est une lutte pour la survie, une lutte pour la vie. Donc dans une telle lutte, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, si vous voulez. Dans une guerre territoriale classique, il peut y avoir deux gagnants. Je pense qu'entre l'Égypte et Israël dans les années 70, il y a eu deux gagnants. Il y a eu l'Égypte, qui a obtenu la paix et obtenu le Sinaï, et Israël qui a obtenu la paix contre l'échange de territoire. Mais dans une guerre contre le Hamas qui a pour objectif, encore une fois, d'éradiquer Israël, eh bien, ça ne se résoudra pas, si vous voulez, de manière conventionnelle, comme une guerre conventionnelle, parce que c'est une guerre qui est une guerre pour la vie et la survie de l'État d'Israël, que votre ennemi ne vous reconnaît pas, en fait. Michel Mimran, d'après une enquête récente, les Palestiniens, les civils palestiniens, qu'ils soient en Judée-Samarie ou à Gaza, s'opposent au désarmement du Hamas. Et comme le dit le ministre Dichter, sans armes, il n'y a plus de Hamas. Vous avez raison, personne ne se fait d'illusions sur cette question. Que les civils palestiniens soient hostiles à toute paix avec Israël, pour l'instant, ça paraît une évidence. Mais il me semble que l'accord qui a été signé prévoit qu'il y ait des forces qui évitent effectivement le conflit et qui s'occupent de ce désarmement. Effectivement, il faut éviter d'être naïf. Mais je répète, je pense que s'il y a une solution qui peut éviter que Tsahal reprenne les combats et qu'on envoie encore des soldats mourir à Gaza, je pense qu'il faut essayer de privilégier cette solution. Je comprends tout ce qui a été dit, je comprends parfaitement, et personne ne se fait d'illusions sur ce qu'est le Hamas et le but que poursuit le Hamas. Je dis juste que cette guerre, elle dure depuis 2 ans. Toutes les personnes qui observent les tensions au sein de la société israélienne sont conscients des dangers qui sont en train de peser sur la vigueur et la vivacité de la démocratie israélienne. Il faut que cette guerre, elle cesse. Est-ce qu'elle cessera à la mort du dernier combattant du Hamas ? Je ne sais pas à quel horizon. Je ne sais pas à quel horizon ça nous amène. Pour Caroline Alors, Fortes. déjà, je voulais rectifier, parce que Michel Mimran s'étonne que j'ai pu soutenir cette position. Bien évidemment que je ne suis pas pour la guerre. Il faudrait être complètement stupide pour être pour la guerre. Je veux dire, il y a beaucoup de soldats qui sont morts, des familles endeuillées dans mon entourage très proche. Donc déjà que je voulais rectifier, évidemment que je suis pour la paix. Mais je ne suis pas une utopiste. J'adorerais que la paix arrive par je ne sais pas quel miracle. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, et la guerre aurait pu s'arrêter très vite, hein, encore une fois. Hein. Si les otages avaient été restitués et si le Hamas avait déposé les armes, la guerre se serait arrêtée. Mais on oublie de le dire. Et ça n'a jamais été fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire face ? C'est-à-dire, vous avez un voisin, d'accord, qui est en face de votre maison et qui vous dit « Moi, je n'aurai de cesse de venir mettre le feu à votre maison et de venir brûler vos enfants, de venir tuer votre femme et de venir tuer votre... » Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que quand je demande quelle est la solution alternative, je vous assure que je pose cette question sans aucune ironie et avec naïveté, parce que j'aimerais avoir une réponse. Alors voilà la réponse. Qui confisquera les armes du Hamas, concrètement ? Écoutez, la question que vous venez d'aborder, il s'agit de comprendre que c'est pas ce narratif israélien qui est le vrai. Parce qu'il y a 2 narratifs, il y a 2 côtés dans cette situation. Et il y a le monde entier qui nous regarde. Ah, mais c'est pas un narratif. Et personne... Mais si. C'est pas un narratif, ce sont les faits. Mais non, ce sont les faits. Ben justement, moi, je ne suis pas aussi laissez-moi vous répondre sur les faits. politique israélienne. Laissez-moi vous répondre sur... Ben justement, je ne peux faire que ça. Donc. Il y avait un accord dans les nazis, il a participé aux Jeux olympiques de Berlin, c'est pour ça que le monde entier avait raison. Hein. Qui rentraient par un accord ici, chez eux, en Israël. C'est bien l'Israël, c'est bien Benjamin Netanyahu qui n'a pas voulu respecter cet accord et qui a arrêté cet accord et qui a repris les guerres. Parce qu'il y avait des otages qui revenaient
dans La les libération, chez les on ne familles. peut pas laisser une Benjamin partie des Netanyahu, otages eh ben, à Gaza. Et on ne peut pas laisser... on ne Attendez. laissait personne à Gaza. On laissait s'entend personne à Gaza. pas trop de On était cacophonie. en train de retourner les otages ici. D'accord. Seulement Alors, Benjamin aujourd'hui, Netanyahu a voulu c'est- continuer cette guerre-là parce qu'il avait Oui, des non, mais on parle intérêts pas de- on personnels parle pas et de- on politiques. parle pas de Netanyahou, Parce qu'il là, c'est avait pas peur le- de son procès, c'est parce pas qu'il le ne voulait sujet. pas qu'il y Non, ait mais une commission dès d'enquête. que vous pouvez taper sur Netanyahou, Mais je vous- c'est le truc mais vous- favori. Mais je vous parle chez- des chez la faits. gauche israélienne. C'est sans Non, mais moi, je voudrais les une faits que c'est réponse Benjamin concrète. Netanyahu qui a arrêté Parce que- le Alors, fait que les répondez. otages Moi, rentrent je ne chez suis eux. pas... Moi, je ne réponse suis pas... Vous ne pouvez pas le nier. Je ne suis pas un expert militaire. Non, Donc, mais ce les que je faits, voudrais, les faits. c'est une réponse. Moi, je veux que les faits. Comment Est-ce que c'est comment Netanyahou qui a Mais arrêté c'est le pas la fait question. que les otages Ce n'est pas rentrent? la question. Comment- Là, Mais c'est aujourd'hui, Comment désarmer le comment Hamas? désarmer le Hamas? Mais je vous pose la question vraiment de manière crédule. Comment désarme-t-on le Eh bien, Hamas? Écoutez, le Hamas Eh bien, s'est déjà prononcé sur le fait qu'il allait laisser le pouvoir à une autre entité qui va régner à Gaza. Moi, j'ai jamais entendu. Le Shin Bet israélien et toutes les forces de sécurité israéliennes disent que le Hamas a déjà été démantelé de son arme depuis un long moment, On a depuis compris. plusieurs mois. Mais Stop. Troisièmement, Stop, si stop. c'est le On n'est Hamas pas que qui tous les deux. n'aura pas C'est les faux. armes, il y aura dans ce vacuum-là, il y aura Mais- Très d'autres bien. entités De qui qui vont parlez-vous? prendre, Quelles entités qui Stop, vont stop, 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 prendre stop. Quelles les entités? armes et ça va être encore Il n'y a pire. pas. Jean Juste Messia. un mot, Non, Raphaël, non, juste un mot. c'est Ce Jean que Messia. dit- Jean Messia, allez-y. Ce que dit Amir Badran défie l'entendement, si vous voulez. Oui. Il n'y a pas deux narratifs. Enfin, ici, il y a deux narratifs, mais il n'y a qu'une vérité. Exactement. La vérité, c'est qu'effectivement, le Hamas est une organisation terroriste qui est classée comme telle, qui s'inspire de l'idéologie des frères musulmans, qui n'a absolument pas mis de l'eau dans son vin quant à sa détestation, à sa haine et à sa volonté d'éradiquer Israël. Alors, M. Badran convoque le monde entier en disant le monde entier, en gros, partage le narratif du Hamas, ou en tout cas des Palestiniens. Des Palestiniens, Mais qu'est-ce que ça veut des dire? Palestiniens, ouais. Dans les années 30, le monde entier n'a rien dit, partagé probablement ce qui se passait dans l'Allemagne en rendant gloire à Hitler d'avoir redressé l'économie allemande. D'ailleurs, Hitler était l'homme de l'année du Time en 1936. Les gens se sont précipités aux Jeux Olympiques de Berlin et le monde entier applaudissait le Troisième Reich dans les années 30. Est-ce que ça veut dire que le monde entier avait raison? La suite nous a tragiquement montré que non. Donc c'est pas parce que vous êtes majoritaire à dire la même chose que cette chose devient vraie. La vérité, c'est qu'il y a un État qui lutte pour sa survie. C'est le seul État juif de la planète. Je veux dire, les États arabo-musulmans, il y en a des dizaines, si vous voulez. Voilà, C'est pas en l'islam a nombre, conquis c'est pas en des nombre. portions entières du globe terrestre. Personne aujourd'hui ne conteste à l'islam l'Égypte ou le Liban ou la Jordanie ou l'Algérie. Donc je ne vois voilà, Quel rapport le avec le peuple peuple d'Israël palestinien? Je ne a comprends conquis pas, la terre Jean-Michel. d'Israël par la Quel guerre, rapport? une guerre Attendez. déclarée par les Arabes, Quel rapport? une guerre Amir, déclarée Amir, par les Amir, Arabes, Amir, donc Amir. Laissez-le que finir. les Arabes ont perdu, donc vae victis, Merci. malheur aux vaincus. Michel Mimran, je reviens vers vous. Pour rebondir sur ce que disait Caroline Sportes, parlons concret, vraiment concret. L'autorité palestinienne, telle qu'elle existe aujourd'hui, qui récupérerait les armes du Hamas, est-ce que c'est une bonne solution pour vous? Je n'y crois pas une seconde. Ce à quoi je crois par contre, c'est qu'il y a deux États arabes qui me paraissent moins hostiles à Israël, qui sont l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui, s'ils prenaient pied à Gaza, pourraient s'occuper de ce désarmement. Je n'ai aucune confiance dans l'autorité palestinienne. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est aussi dangereuse que le Hamas, parce que ça me paraît faux, mais je pense en revanche qu'on fait pression sur le Liban pour qu'il s'occupe du désarmement du Hezbollah. On a l'espoir que ça marche. On ne parle pas de réattaquer le Liban continuellement jusqu'au dernier combattant du Hezbollah. Eh bien, je pense que le plan Trump prévoit que cette force internationale s'occupe de ce désarmement. Non, l'autorité palestinienne, si elle n'est pas appuyée par ces deux pays, elle ne s'occupera pas du désarmement, c'est évident. Mais je pense qu'Israël doit tout faire pour privilégier une solution qui ne soit pas que son armée re-rentre pour mener des combats à Gaza. Caroline Sportes, le mot de la fin. Le mot de la fin, mais j'ai mot de la fin. toujours pas de réponse à ma question. Je pensais repartir d'ici avec une réponse. On a quand même des gens dont Michel Mimran dont mon évoque, confrère Amir. Michel on a quand Mimran même- évoque une force internationale Oui. qui serait là. Après, l'Égypte dit que ce ne serait pas son rôle. On attend de voir concrètement Ah ce non, qu'on mais va se passer tout ce sur le terrain. Tout ce qui pourrait éviter aux soldats de retourner à Gaza, de mourir encore une fois, et de
Et de ne pas tuer les autres aussi. Et de désarmer le Hamas, voilà. Bien évidemment qu'on est pour. On ne peut pas être contre. Il faudrait être stupide. Il faut arrêter tout de suite la guerre. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Pardonnez-moi, on n'est pas au pays des bisounours. Arrêter la guerre, non. Dès qu'il y a eu le cessez-le-feu, est-ce que vous avez quand même vu que dès qu'il y a eu le cessez-le-feu, je crois qu'il ne s'est même pas passé quelques heures, que le Hamas avait repris les armes dès que les soldats ont quitté Gaza, dans certaines régions, et ont commencé... Vous appuyez sur quoi? Et ont commencé à tirer à vue sur les Gazaouis. Sur les Gazaouis. Vous mettez... Sur les Gazaouis. Mais c'est l'armée israélienne qui a tué le lendemain 80 civils gazaouis le lendemain. Mais vous plaisantez là. Non, bon, on va pas refaire. On peut pas dire n'importe quoi. Alors on peut choisir de ne pas les voir, on peut choisir de les nier. On peut pas dire n'importe quoi. Bon, on peut le faire. Vous connaissez la suite de l'émission. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Caroline Sportez, je commence avec vous. Michel Mimran l'évoquait il y a un instant, passe décisive. Moins d'un an après l'accord de cessez-le-feu avec Israël, la tension monte au Liban. Selon des informations obtenues par i24 News, ce jeudi, le Hezbollah aurait adressé une lettre d'avertissement au gouvernement libanais, les mettant en garde contre toute négociation avec Israël. Tsahal a lancé aujourd'hui une vague de frappes massives contre des cibles du Hezbollah dans le sud Liban, d'une intensité inégalée depuis plusieurs mois. Ces opérations font suite aux tentatives du mouvement terroriste chiite de se renforcer militairement en violation de l'accord de cessez-le-feu. Une réaction, Caroline Sportez? Oui, une réaction, c'est dans la lignée de ce qu'on vient de dire. Effectivement, le cessez-le-feu chez ces groupes terroristes, Hamas, Hezbollah, n'a bien évidemment pas le même sens que pour l'État d'Israël. Pour l'État d'Israël, c'est toujours une porte ouverte, l'espoir vers la paix, que le cessez-le-feu, que la guerre ne reprenne pas. Mais chez eux, et notamment chez le Hezbollah, et d'ailleurs il y a un mot en arabe que vous devez certainement connaître, c'est l'oudna, c'est la trêve. Mais la trêve avec un seul objectif, pas d'aller vers la paix, la trêve avec un seul objectif, se réarmer et continuellement à menacer l'État d'Israël. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'objectif de paix dans la trêve pour le Hezbollah. Michel Mimran, votre information. Le gouvernement israélien vient d'annoncer une réforme fiscale d'envergure destinée à encourager l'immigration. À partir de 2026, les nouveaux arrivants et les Israéliens de retour au pays bénéficieront d'un taux d'imposition nul pendant 2 ans, une mesure inédite présentée par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de l'Alia et de l'Intégration, Ophir Sofer. Une réaction, Michel Mimran? Bah oui, elle est très simple. J'aurais jamais cru pouvoir être d'accord une seule fois avec Bezalel Smotrich. Mais je dois, là, pour le coup, je lui tire mon chapeau. Je suis très favorable à cette décision. Amir Badran, une réaction à cette décision? Laquelle, pardonnez-moi? Celle de Bezalel Smotrich et d'Ophir Sofer d'exonérer d'impôts les nouveaux... Écoutez, oui, c'est pas la première fois que c'est fait. D'ailleurs, pour les Français qui ont fait déjà leur Aliyah, depuis quelques années, ils étaient aussi exemptés de donner tout bilan d'où venait leur argent. Et en fait, c'était quelque chose de dire, voilà, on est porte ouverte, venez chez nous, on va pas vous poser des questions. Amir Badran joue au fixe. On va pas vous poser des questions, c'est bon, venez investir, acheter des maisons, des apparts, c'est bien, on veut de vous. Maintenant, écoutez, il y avait un vase là, il y avait un vase. D'un deuxième côté, il y a aussi la situation en France. Quand je parle des Juifs français qui ont fait la Aliyah, vous savez que c'était à un certain moment, Jacques Chirac, le président, il était très fâché envers cette après l'appel d'Ariel Sharon. Cette politique exactement d'Israël en faisant peur aux Français, en leur disant venez, on va vous tuer, on va vous harceler, il faut que vous veniez ici en Israël parce que c'est uniquement ici que vous êtes défendus. Eh ben non. Vous savez, moi, je suis peut-être à moitié juif. Je suis arabe et juif en même temps, et j'ai vécu en France, et je peux vous dire, bon, certes, les temps ont changé, mais je peux vous dire que la France a toujours été, et l'est toujours aujourd'hui, un pays où vous pouvez vivre en sécurité, même si vous êtes juif et même si vous êtes arabe. Allez dire ça à la famille d'Ilan Halimi. En tout cas, aujourd'hui, on et Sarah Halimi et Mireille Knoll. Aujourd'hui, par rapport à Chirac, juste pour rebondir, aujourd'hui, en tout cas, on ne se bat plus beaucoup pour que les Juifs de France restent en France. Jean Messia, une réaction rapide, et après on passe à l'autre information. Allez-y, Jean Messia. Dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, la France est un pays, un havre de paix pour les Juifs, elle le fut très certainement après la Seconde Guerre mondiale, au moment où on croyait que la bête immonde avait été terrassée sous les bombes alliés en 1945.
mais effectivement, l'afflux massif de certaines immigrations arabo-afro-islamiques laisse des traces quand même. Il ne faut pas oublier Mohamed Merah et l'école aux Zaratora. Il ne faut pas oublier l'assassinat de Mireille Knoll, de Sarah Halimi, d'Ilan Halimi avec le gang des barbares, de Jérémy Cohen. Enfin, la liste est quand même extrêmement longue, sans parler de l'attentat de l'hypercachère. Enfin, la liste est quand même suffisamment longue de victimes du nouvel antisémitisme arabo-afro-islamique qui gangrène aujourd'hui la France et qui fait effectivement aujourd'hui de la France un pays qui n'est plus le havre de paix pour les Juifs qu'il ne fut il y a une trentaine d'années. C'est une réalité qu'il faut quand même prendre en compte. Voilà. Et donc, nier ça, c'est quand même incroyable. Amir Badran, votre information, on revient en Israël cette fois. La Knesset a rejeté mercredi sans équivoque un projet de loi controversé visant à priver du droit de vote les citoyens qui ne s'engagent ni dans l'armée ni dans le service national. Le texte a été rejeté par 69 voix contre 27, révélant une opposition transpartisane à cette proposition jugée par certains antidémocratique. Écoutez, je précise que c'est Avigdor Lieberman qui est à l'origine de ce texte. Je pense que c'est tout à fait normal de comprendre qu'un tel acte, un tel pas, un tel projet de loi est complètement aberrant, et en même temps se dire qu'on est démocrate, qu'on est libéral, qu'on pense à la pluralité et à la démocratie, ça ne va pas ensemble. Maintenant, vous savez, il y a d'autres problèmes. Pourquoi cette proposition de loi n'a pas réussi? C'est parce qu'en fait, elle touche d'autres segments Parce cette... À la base, on pense aux orthodoxes, mais pas seulement. Mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres segments et sections de la population israélienne ici en Israël qui peut être concernée et qui ne veut pas qu'elle soit touchée par cette sanction, soi-disant. Parce que les Haredim qui refusent l'armée, les Arabes qui ne sont pas en armée obligatoire, et puis il y a les Juifs qui, eux, bénéficient d'une exemption. Alors, tous ceux-là qui sont exemptés parce qu'ils ont différents arguments, eh ben, eux aussi, ils n'auront pas le droit de voter. Cette proposition, elle intervient une semaine après que le chef de l'opposition, Yair Lapid, a évoqué publiquement une mesure similaire. On va voir la citation. Dans le prochain gouvernement, il y aura une loi simple. Quiconque ne se présente pas au centre d'incorporation ne pourra pas voter. Si vous ne vous enrôlez pas, vous ne votez pas. Caroline Sportes, qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. Il a raison. Il a raison. C'est difficile pour moi parce que en tant que juriste, en tant qu'avocat, etc., pour moi, chaque citoyen israélien a le droit de vote. Et ça devrait s'arrêter là. C'est une question complexe. Je vous ai entendu à Paris, tous les deux en chœur, dire « il a raison ». Qui commence? Qui prend la parole? Allez-y. Il y a quand même un principe démocratique qu'il faut rappeler, c'est pas de taxation sans représentation et vice-versa. Donc effectivement, le vote, si vous voulez, il a une contrepartie qui jusqu'à présent était tacite. C'est-à-dire que dans toute nation du monde, quand on paye des impôts, c'est aussi pour être représenté. Et quand on est représenté, ça donne effectivement un certain nombre de devoirs vis-à-vis de votre pays. Lorsque votre pays est en guerre, eh bien, tacitement, depuis des siècles et dans tous les pays, les gens s'engagent pour défendre leur pays. Maintenant, si vous voulez effectivement être exempté de vos obligations vis-à-vis de votre pays, eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas vous étonner qu'on vous exempte aussi de vos droits. Et il n'y a pas de droit sans devoir, si vous voulez. Michel Mimran, à vous de réagir. Oui, j'abonde dans ce sens. La défense de l'État d'Israël, et on l'a vu depuis 2 ans, est plus importante que le droit de vote. Je rejoins Caroline, si on en fait un débat juridique. Mais sur un plan politique, il faut en finir avec cette exemption des orthodoxes. Il faut en finir avec cette exemption générale. Il faut trouver des solutions, probablement aménager cette incorporation, mais on ne peut plus continuer comme ça. C'est une évidence. Donc s'il faut passer par des sanctions qui sont aussi symboliques et en même temps aussi significatives que celles-là, mais je pense qu'Israël va vers de très gros problèmes s'il ne règle pas ce problème de l'incorporation des orthodoxes compte tenu du poids démographique qu'ils représentent. Une réaction très rapide. C'est le débat qu'on a eu la semaine dernière, Raphaël. Et c'est vrai que ça concerne, il ne faut pas l'oublier, une
très petite partie de la population israélienne, parce que, encore une fois, je le dis, il y a beaucoup de religieux qui vont à l'armée. Si, il y a beaucoup d'unités religieuses. Oui. Ah bon? Bah oui. Non, parce que on a eu le débat la semaine dernière. Elle prend en compte aussi les sionistes religieux et une partie des orthodoxes. Voilà. Oui, je parle pas des ultras. Je parle pas des ultra orthodoxes. Bon, enfin, on a eu le débat la semaine dernière. On va pas régler ça en 5 minutes sur le plateau. Je pense que c'est le sujet. C'est très complexe. Il faut qu'on avance. Jean Messia, Caroline, les sionistes religieux vont à l'armée. Tout à fait, c'est ce que je dis. Tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Bah oui. C'est ce que je viens de dire. Et donc ce n'est pas une minorité. Les orthodoxes ne sont pas du tout une petite minorité. Non, c'est pas une grande majorité. En plus, si vous voulez, quand démographiquement, en fait, en 2050, ils vont être à peu près la moitié de la population. On a évoqué la semaine dernière les deux piliers. On avance. Il faut qu'on avance. Je sais que c'est un débat qui passionne, mais il faut qu'on avance. Jean Messia, votre information. Et je pense que ce serait d'excellents soldats. En fait, ce serait d'excellents soldats. Si vous voulez, Israël ne peut pas se permettre, compte tenu de son petit poids démographique au milieu d'un océan, d'une marée humaine, si vous voulez, autour d'elle, Israël ne peut pas se permettre d'exempter une partie non négligeable de la population de service militaire. La question finira par se poser d'une manière ou d'une autre. Pas parce que ça plaît à certains, mais parce que ça sera une obligation, presque une nécessité de survie. Jean, il faut qu'on avance, et c'est en plus de ça autour de votre information. Omar Al-Soumi, porte-parole du collectif Urgence Palestine, a été perquisitionné puis placé en garde à vue au commissariat de Meaux ce mercredi matin à la suite d'une plainte déposée par l'association Lutte pour l'égalité dans l'antiracisme, a indiqué sur X son président Laurent de Béchade. Et là, on le voit à l'écran, c'était lors d'une manifestation... on peut passer à la photo précédente. On le voit à l'écran, c'est lors d'une manifestation du 8 mars pour le droit des femmes. Il avait lancé une bouteille sur le cortège des féministes juives qui dénonçaient les viols commis le 7 octobre. Et le collectif Urgence Palestine, qui a confirmé sa garde à vue dans un communiqué, a organisé un rassemblement de soutien ce mercredi soir et appelle à sa libération immédiate. Omar Al-Soumi a reçu, il faut le préciser, le soutien de plusieurs élus de gauche, dont ceux de la France insoumise. Jean Messia, on vous écoute. Écoutez, ce type est un Français contrefait. C'est quelqu'un qui a une allégeance exacerbée et incandescente pour l'intérêt le plus radical de la Oumma, qui n'a rien à faire en France. En jetant, si vous voulez, ce pavé sur les féministes au risque de blesser et voire de tuer quelqu'un, pour moi, c'est un acte terroriste, une sorte d'attentat islamo-gauchiste. Donc la garde à vue, c'est bien le moins. Et je considère que tous ceux qui se rassemblent pour soutenir cet individu, ainsi que les élus qui lui ont apporté son soutien, doivent eux aussi être mis en état d'arrestation et jugés pour haute trahison à la France et au peuple français. Merci beaucoup Jean Messia. Il faut qu'on avance, on passe tout de suite au dernier débat de l'émission. Des personnes portant un voile religieux étaient assises dans les tribunes de l'Assemblée nationale ce mercredi. Parmi elles, selon les informations du Parisien, 2 fillettes âgées de 9 et 10 ans, scolarisées dans une école confessionnelle musulmane hors contrat. Cette polémique nous a fait nous poser cette question: faut-il interdire le voile dans l'espace public en France? Jean Messia, sans grande surprise, défend le oui, et sans grande surprise non plus, Amir Badran défend le non. C'est parti pour le second face-à-face de l'émission. Jean Messia, vous avez la main, 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs qui voteront ensuite sur le compte Instagram d'I24News en français. Amir Badran, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Ouais. N'oubliez pas, vous avez 1 minute et vous devez convaincre les téléspectateurs. Jean Messia, c'est à vous. Écoutez, le voile islamique n'est pas un bout de tissu, contrairement à ce qu'on raconte, c'est un bout de charia. Le voile islamique puise, si vous voulez, ses racines dans le monde arabo-musulman. Quand vous arrivez dans un pays où les femmes sont voilées, vous dites spontanément « je suis dans un pays qui appartient à la civilisation arabo-afro-islamique ». Il se trouve que la France n'appartient pas à cette civilisation-là. La France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un pays musulman. Donc de fait, si vous voulez, le voile islamique devrait être interdit parce que c'est le symbole
visible d'un suprémacisme, d'un totalitarisme alter-identitaire visant à conquérir la France par, si vous voulez, l'occupation de l'espace visuel français. J'ajoute que le voile islamique est un symbole d'oppression de la femme au regard de l'Occident. Au regard de l'islam, c'est probablement sa nature, mais au regard de la France, ça n'est pas le cas. Donc il faut l'interdire parce que la France doit rester française. Amir Badran, vous avez 60 secondes, un peu plus, parce que Jean Messia a triché. Allez-y. Alors, la photo concernée, il s'agit d'un barbu, un chauve, une jeune fille noire, 3 jeunes filles avec un hijab et même il se peut que j'ai vu un jeune homme avec une kippa, mais je ne suis pas certain. Donc, un très beau préface de la société française qu'il faut garder. Je rajoute, aucun voile n'a tué qui que ce soit. Et aucun voile n'a heurté les sentiments de qui que ce soit. C'est pas le voile qui nous fait peur. Il faut pas couper. C'est plutôt son assimilation. Justement, ce qu'on vient d'entendre de Jean Messia, c'est son assimilation à un fanatisme religieux par des islamophobes. C'est ça le problème. Écoutez, le voile, c'est quelque chose de traditionnel chez beaucoup de sociétés arabes ou musulmanes. Et c'est quelque chose de très ordinaire de le porter et ça porte respect. C'est fini. Caroline Sportes. Alors, attendez. Si la France interdit le voile dans l'espace public, que se passera-t-il pour les juifs qui portent la kippa et pour les femmes juives qui couvrent la tête? Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une vraie question pour les gens qui nous regardent. De toute façon, j'attendais effectivement l'histoire de la kippa parce qu'on nous la sert à chaque fois, comme si la représentation du voile et la représentation de la kippa étaient la même. Sauf comme vous l'avez dit très justement, Jean Messia, évidemment, on ne parle pas de la Marocaine qui est arrivée en France il y a 50 ans, qui porte son voile, qui pratique sa religion, qui fait son couscous. On ne parle pas de cela. On parle pas de cela. Là, il y a un vrai message. Si vous ne le voyez pas, c'est tragique, parce que je pense que là, les valeurs de la République, elles ont été bafouées à 3 niveaux avec ces images. D'abord, ce sont des fillettes de 7 et 8 ans qui portent le voile. C'est pas vrai, c'est pas 7 et 8 ans. C'est ce que vous dites. La photo indique différemment. La photo. Eh ben, vous avez mal regardé. Vous avez regardé la photo? Oui, j'ai regardé la photo. C'est Caroline. J'ai regardé la photo avec attention. Vous avez 2 fillettes de 7 et 8 ans. Ce qui nous rappelle le port du voile en Afghanistan, chez les talibans, etc. Donc vous êtes plutôt contre le port du voile, mais pour les enfants. Alors, attendez, je finis quand même juste le symbole. Au sein de l'Assemblée nationale, qui est quand même le garant des valeurs de la République, et au sein de l'Assemblée nationale, au sein de laquelle la loi pour la laïcité à l'école a été votée. Donc il y a une triple attaque aux valeurs de la République. Mais vous avez un problème avec cet argument. Attendez, je ne vais pas terminer. Vous êtes juriste. Attendez, je ne vais pas terminer. La loi, Je n'ai pas terminé. Attention. Aucun règlement de l'Assemblée générale n'interdit, aucun règlement n'interdit ce port Michel à Mimran. Caroline. Michel Mimran. Juste après. Michel Mimran, allez-y. Il lève la main gentiment. On peut pas. J'ai pas terminé. Sur la question de la kippa. Une remarque sur la question de la kippa. Les juifs ne portent déjà plus la kippa. Justement en raison de l'ambiance qui règne, par ce qui crée la multiplication du voile. Et je vais vous dire, ceux qui portent la kippa n'auront aucun problème pour mettre une casquette. Vous ne verrez jamais les juifs s'opposer à une décision qui pacifierait l'espace public. Exactement. Je peux répondre à Amir Badran. Non, mais répondez sur la loi. Excusez-moi. Aucune loi, aucun règlement. Amir Badran, vous avez... Jean Messia. Amir Badran, vous mentez. Je mens? Amir Badran, vous mentez quand vous dites que le voile ne représente aucune menace. C'est un mensonge. Bien sûr, c'est un mensonge. En 2016, 2 femmes voilées ont stationné une voiture remplie de bonbonnes de gaz à côté de la cathédrale Notre-Dame pour y commettre un attentat. Et l'attentat a été joué à la dernière minute. Cet attentat était organisé par 2 femmes voilées. Donc ne dites pas de mensonge et ne dites pas que le voile ne représente aucun danger pour la France. C'est ça le raisonnement que vous faites et la corrélation.
Entre Caroline. le voile et poser Stop. la bombe. Non, mais qu'est-ce que vous- justement, Caroline. Non, mais des paroles d'islamophobes. l'attentat dont je vous parle, qu'est-ce que vous en pensez? Caroline. Amir, il y a un Caroline. manque. Franchement, j'ai une beaucoup plus haute estime de vous que ce que vous dites. Je pense qu'il y a un manque de sincérité dans ce que vous dites. Oh, évidemment, alors vous dites que le voile n'est pas comme une machette ou un fusil. Alors merci de l'information, ça on avait bien compris. Mais vous ne pouvez- Apparemment non. Hein. Mais vous ne pouvez pas dire que le Jean port du Messia voile, vient de dire que le ce sont port les du voiles qui ont posé les le port bombes. du voile au Eh ben, sein justement. des institutions c'est un message, c'est un sens. Ça va vers la conquête. Mais il y a une loi en France. Mais ça va vers la Il conquête. y a un règlement dans l'Assemblée. Un juif qui Vous porte êtes une juriste, kippa, non un juif qui Attends, attendez, on s'entend pas. On s'entend Je ne pas. parle pas de ça. Est-ce que vous vous Attendez. fondez sur des bases juridiques comme le règlement ou de la loi? La question de Raphaël, Vous et s'en faut-il- foutez royalement des Attendez, règlements. On laissez-moi s'entend parler. plus. Pensez aux La téléspectateurs. question de Raphaël, Pensez aux et faut-il téléspectateurs. interdire? Je connais la loi. Je sais Elle n'interdit pas, Elle vous ne êtes l'interdit d'accord? pas, bien évidemment. Bah, vous êtes d'accord, alors? Elle ne l'interdit pas. Par Ok. contre, il y a quand même l'article 8. Alors, vous avez dû il y a- lire l'article 8 du règlement de l'Assemblée nationale qui dit que quand même Non, vous mais devez excusez-moi, rentrer mais ce à débat sur l'Assemblée l'interdiction. avec la tête Raphaël, découverte. juste un Non, petit non, mot. Jean oui, Messia, le règlement- stop. Jean Messia et après Michel Mimran pour le mot de la fin. Jean non, Messia, le règlement Michel de Mimran. l'article 8, Stop, non, stop, mais, stop, je l'ai lu. Jean J'aimerais- Messia, rapidement. Je peux vous Il ne arrêter. reste pas beaucoup de temps. Oui, Jean j'aimerais Messia. juste expliquer. Jean Messia. J'aimerais juste expliquer que l'identité d'un pays ne se résume pas à la loi ou à des lois. Exactement. Il n'y a aucune loi en Algérie qui Ouais, mais- interdit à quelqu'un de se balader dans la Casbah avec un uniforme de croisée. Ça ne veut pas dire que si vous vous baladez avec un uniforme de croisée Merci, Jean. dans la Casbah d'Alger, Stop. Non, vous non. n'allez pas être Amir, bastonné non, alors Amir, qu'aucune il y a loi une vous loi. interdit Et de si- vous habiller comme et ça. si- Stop. Donc en Moi, France, Amir, c'est pareil. oui, Non, très mais bien. le voile n'est pas un non, non, accoutrement Tant que c'est pas français. interdit dans un texte Messieurs, de droit. dames, stop. Mais là, C'est pour vous, il n'y a prêt. pas de message. Attendez, Deux jeunes filles. il y a Michel Mimran qui fillettes. lève la main gentiment. Michel Mimran, vous savez quoi? Vous êtes le plus sage de l'émission. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Allez-y pour le mot de la fin en 45 secondes si vous pouvez. Merci beaucoup. Oui, c'est la première fois qu'on me dit que je suis le plus sage. Allez-y. Non, juste pour dire que nous sommes dans une démocratie et que si cette démocratie devait se prononcer, 80% des Français seraient hostiles au port du voile Évidemment. dans l'espace public. Bien sûr. Évidemment. Et pourquoi, Amir? Pourquoi est-ce que 80% C'est une agression aussi Parce que alter-identitaire vous de la savez France. très bien que porter le voile dans les espaces publics C'est n'a fini. pas le même sens que C'est porter fini. une kippa ou C'est une croix. Vous le savez fini. très bien. Non, c'est Mais fini. bien sûr C'est que oui. fini. Mais Vos bien sûr. comparaisons pour dire C'est Mais bien sûr que oui, fini. vous le savez. C'est fini. Et juste les propos sur la marocaine et le couscous, c'était un poil cliché. Donc si on peut les reprendre un peu, les Oui. retirer. Merci beaucoup. Non, c'était simplement pour dire Oui, que. Non, mais c'est cliché. un poil, Mais c'est un non, poil cliché. C'était simplement Voilà. pour dire qu'évidemment, qu'il Il y a faut des qu'on femmes avance. voilées qui pratiquent l'islam Voilà. de manière tout à discrète, fait c'est fort. modérée. Très bien. Stop. Et chez elle à la maison. Voilà, stop. C'est reparti Pour une terminer cette émission, Julien Assal nous livre son regard sur l'actualité du jour. C'est parti pour la carte blanche. Et oui, salut tout le monde, salut Raphaël. C'est ma première, je suis trop content, c'est ma première. Et là, je veux directement aborder un sujet dont personne n'a parlé depuis le début. Personne n'a parlé de ça depuis le début, aucun humoriste. Personne n'a parlé de ton crâne. Oui, Raphaël, moi, j'ai jamais vu un crâne aussi lisse et luisant depuis Zidane. Voilà, je te le dis, si ma chronique, elle est pas marrante, quand on se voit, tu mets un coup de boule, comme en 2006, et ça me tressira mon nez, ça serait parfait. Sinon, je viens de voir que ma mère, elle pleure. Voilà, maman, arrête de pleurer. Voilà, ma mère, elle pleure parce que je passe à la télé. Voilà, maman, tu fais des lasagnes, il y a des larmes qui tombent dans les lasagnes. C'est comme si tu mettais du sérum fille dans les lasagnes. Arrête. Voilà, sorry Raphaël, c'est pas du tout le sujet que tu m'as envoyé les lasagnes, mais voilà. Sinon, j'ai vu les 3 premières émissions cette semaine. Incroyable. Bravo à tous. Les 3 humoristes au top. Vous étiez beaux, vous étiez drôles, vous étiez en plateau, à la télé, à Tel Aviv. Et moi, je suis pas là. Pourquoi je suis pas avec vous? Moi aussi, je vais être sur le plateau, Raphaël. Fais-moi kiffer. Prends-moi un billet, s'il te plaît. Attends, on se connaît depuis 2 jours. Et s'il faut, je me sacrifie. Je fais la première partie de David Azria en Israël le week-end du 12 décembre. Voilà, je me sacrifie s'il faut. Parce que moi, là, je suis à Rosny-sous-Bois. Voilà, je suis en France, à Rosny-sous-Bois. Je suis bloqué, mais je suis vraiment bloqué parce que mon tel, il charge. Voilà, sinon, j'ai quand même mis une petite chemise noire. Voilà, j'ai voulu faire comme Sylvain le premier jour. Après, moi, j'ai pas le bas qui va avec. Voilà, là, je suis en caleçon. Voilà, si on m'avait dit un jour que j'allais passer à la télé en slip, c'est un rêve qui se réalise. Vraiment, c'est un rêve. Les lasagnes, elles vont être dégoûtantes. Ce soir, sushi top, et c'est moi qui paye pas. Voilà, Raphaël, sorry, c'est pas du tout les sujets que tu m'as envoyés, mais là, ça y est, on y vient à l'actualité. Voilà, d'ailleurs,
pour venir sur le débat, faut-il interdire le port du voile dans les lieux publics? On dit tout le temps que le voile, c'est interdit, c'est religieux, ça n'a rien à faire dehors. Ok, j'entends. Mais moi, je passe bientôt le permis là. Et là, quand j'aurai une voiture et que j'irai au taf, je vais me retrouver sur les champs et je vais me garer. Je vais prier pour trouver une place. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Voilà, je me pose cette question. Et deuxième chose, par rapport aux jeunes filles voilées à l'Assemblée nationale. Alors déjà, petite parenthèse, il faut savoir que les femmes, elles se voilent pour cacher leur chevelure et ne pas attirer les garçons. Du coup, Raphaël, on va pas se voiler la face. Moi, je pose deux questions. Comment tu fais, toi, avec les meufs? Et deuxième question, comment ça se fait que je sois encore célibataire? Voilà, et ben, je vous laisse répondre à ces questions en plateau. Et moi, on se dit à la semaine prochaine, hein, parce que le livreur de Sushi Top vient d'arriver et j'ai très très faim. Ainsi s'achève cette émission. On était mort de rire. J'espère à Paris que ça vous a fait rire aussi, Michel et le coup de boule, c'était le top. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Caroline, merci Amir, merci Michel et merci Jean Messia. Je remercie pour la fin de cette semaine Franck Miloul, Ronit Ganon, Amit, Ali Waked et Lucille Smadja pour leur confiance et leur soutien à la création de ce projet. Merci aussi à mon équipe, Rebecca Lamy, Moïse Azan, Chana Depaz et Mickaël Assous. Un mot aussi pour Benjamin Petrovert et David Neyman. Je passe de la petite voix dans votre oreillette à présentateur de l'émission. C'est aussi grâce à vous. Restez avec nous sur iTunes4News.